Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 9 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant directement par les bourses européennes qui ont terminé en baisse lundi, interrompant, on va dire, le mouvement de hausse de la semaine dernière, alors que Wall Street, lui, eh bien, a continué sa progression à la faveur des espoirs d'une reprise rapide de l'économie. Alors effectivement, les indices européens ont marqué une pause après leur progression des derniers jours à des pics de plusieurs mois, portés par les espoirs de reprise de l'économie après la création inattendue d'emplois aux États-Unis et bien sûr le soutien massif de la Banque centrale européenne à l'économie. Le grand rendez-vous de la semaine, ce sera surtout la réunion de la Réserve fédérale. Ce mercredi, elle ne devrait pas modifier sa politique monétaire dans son communiqué. Toutefois, Jérôme Powell devrait présenter les anticipations sur la croissance, l'inflation et les taux Fed Funds jusqu'en 2022. La séance hier était plutôt calme. Dans l'ensemble, on avait peu d'indicateurs qui ont animé la séance. Sinon, la chute historique de la production industrielle en Allemagne au mois d'avril et après aussi dimanche, l'annonce de la baisse des exportations et importations en Chine. Côté US, eh bien, à la bourse de New York, l'indice Nasdaq a fini la séance lundi sur un record de clôture, tandis que les autres indices vedettes de Wall Street gagnaient aussi du terrain. Les investisseurs, eux, restent encore convaincus d'un rebond rapide de l'économie après la pandémie de coronavirus, qu'importe le chômage à un niveau encore très élevé, comme on a pu le voir hier avec des chiffres qui étaient quand même à prendre avec des pincettes, c'était des chiffres un peu en trompe-l'œil, puisque le BLS avait commis une erreur, et donc il risquait d'être révisé, en tout cas le chômage risquait d'être révisé à la hausse, et n'était pas forcément de 13,6, mais plutôt de 16,6 le taux de chômage. Et aussi, on a des indicateurs qui sont quand même toujours en berne. Certes, on a peut-être fait un point bas sur certains indicateurs, mais pour le moment, les fondamentaux actuellement ne plaident pas à un retour, à une reprise rapide de l'activité économique. Alors le Nasdaq, c'est le premier des trois indices de Wall Street à avoir effacé toutes ses pertes provoquées par la pandémie. Il dépasse son précédent record inscrit le 19 février à 9 817 points. Et depuis le 23 mars où il avait touché son point bas, il est en progression de 44,7%. C'est quand même, on assiste actuellement au rebond le plus puissant de l'histoire des marchés financiers, dopé bien sûr par l'injection des liquidités des banques centrales, mais on a assisté à un rebond extrêmement puissant sur l'ensemble des bourses mondiales. L'optimisme, lui, se nourrit toujours de la très bonne surprise du rapport sur l'emploi américain qui est venu renforcer vendredi les attentes d'un redémarrage rapide de l'économie. Toutefois, comme je vous le disais, ce rapport pourrait être quelque peu modifié soit ce mercredi, soit lors du prochain NFP début juillet. La décision de la Réserve fédérale de faciliter les termes de son programme de prêt à Main Street a également porté le mouvement. Effectivement, les opérateurs attendent des décisions concernant les ménages pour relancer un peu l'économie. Donc, le catalyseur de la semaine, ce sera bien sûr le discours de Jérôme Powell. Enfin, des 11 indices sectoriels les plus importants du S&P, eh bien, c'est le secteur de l'énergie qui enregistre la plus forte progression après l'accord conclu ce week-end au sein de l'OPEP+, qui regroupe les pays de l'OPEP et plusieurs autres producteurs majeurs, dont la Russie, sur une prolongation des réductions volontaires d'extraction de brut. Côté macro,
Eh bien, on a ce graphique qui représente une récession historique, puisque l'économie mondiale pourrait chuter et se contracter à hauteur de 5,2% cette année. L'économie mondiale, eh bien, elle va se contracter le plus depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Comme l'a déclaré la Banque mondiale, le PIB va probablement, comme je le disais, eh bien, se contracter de 5,2% en 2020, et ce serait la quatrième récession la plus profonde des 150 dernières années, après 1914, 1930, 1932 et 1945, 1946. La production par habitant devrait elle aussi se contracter dans plus de 90% des pays, ce qui représente la part la plus importante depuis 1870. Donc actuellement, on assiste à une récession historique, bien pire qu'en 2009, puisque c'est des niveaux qu'il faut retrouver, c'est des niveaux d'après-guerre quasiment, euh, sur lesquels on se situe. Toutefois, en 2021, on pourrait assister à une expansion du PIB pour retourner sur des niveaux aux alentours de 4,1, 4,2. On aura un taux de croissance, le PIB mondial a affiché une croissance à 4,2%. Toutefois, eh bien, on constate quand même que ça n'empêche pas, malgré une récession historique, d'avoir des indices comme le Nasdaq qui sont retournés quasiment soit sur des plus hauts historiques, soit qui sont positifs depuis le début de l'année. On a des indices, quasiment le S&P est quasiment retourné au vert et a quasiment effacé sa perte, on va dire, la chute depuis le début de l'année. Et donc, cela nous laisse un peu perplexes dans le sens où plusieurs institutions tirent la sonnette d'alarme, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, même la Fed, et on a des marchés qui sont très complaisants et qui continuent de voir le verre à moitié plein alors qu'on est à l'aube d'une récession quand même historique et que le taux de chômage, même s'il n'était que de 13% et quelques, pour rappel, on était quand même à 3,5 avant la crise du Covid. Donc, malgré des indicateurs en berne et des avertissements, les marchés continuent d'avancer alors que plusieurs institutions, comme je vous le disais, tirent un peu la sonnette d'alarme et avertissent que la reprise ne sera pas aussi rapide qu'espéré. Pour faire un parallèle avec ce que je dis ici, c'est le S&P 500. En fonction, en fait, c'est le nombre de valeurs du S&P 500, enfin un nombre de titres composant le S&P 500 avec leur RSI supérieur à 70. Donc, en gros, les titres sont clairement surachetés. Les injections de liquidités ont dopé les marchés financiers, d'une part, et on s'est retrouvé avec tellement de liquidités sur les marchés que certains titres ont atteint des valorisations qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Donc on a beaucoup de titres face à cet énorme rebond qu'on a eu, qui se retrouvent à des niveaux de valorisation très élevés, comme des valeurs qui sont censées avoir fait faillite, comme Hertz, qui se sont déclarés en faillite, qui ont quand même réussi à faire des rebonds à quasiment plus 50, plus 100. Si vous voulez, c'est que toutes ces injections de liquidités, les marchés sont tellement, on est tellement inondé à foison de ces liquidités que les valorisations ne sont pas bonnes et que le marché est complètement survalorisé. Certains experts estiment que la dernière fois où le marché se payait aussi cher, c'était en 1999. C'était juste avant l'éclatement de la bulle des dot-com, où on avait un marché pareil qui était complètement déconnecté et complètement survalorisé.
Et c'est ça le problème avec les injections de liquidités à outrance de la part des banques centrales, c'est que certes, elles veulent à tout prix que le château de cartes ne s'effondre pas, mais derrière, ça amène une déstructuration des prix et des titres qui ne représentent pas vraiment leur valorisation ou les bénéfices à venir. Et là, c'est un chart en particulier qui montre vraiment en perspective à quel point finalement les injections de liquidités eh bien, peuvent fragiliser les marchés, je trouve. En tout cas, les banques centrales jouent à un jeu dangereux puisque les titres, l'ensemble des titres sont en surachat, sont survalorisés. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais mis un graphe du S&P en fonction du PER. Et on constatait que le PER, lui, était retourné, enfin, le PER du S&P était retourné à des niveaux historiques. Avant la chute du Covid, on était aux alentours de 20, et même en 2017, on avait un PER qui était aux alentours de 20. En 2020, pareil, on avait fait un pic du PER du S&P autour de 20, on avait chuté, et que là, avec les injections de liquidités, on était retourné, enfin, du moins, on avait fait un nouveau plus haut aux alentours de 24. Donc, ce qui montre à quel point on assiste véritablement à un problème de valorisation sur l'ensemble du marché à cause des liquidités qui déstructurent totalement les prix et qui surévaluent encore une fois l'ensemble des titres et qui pourraient aussi, dans ce cas-là, alimenter potentiellement une bulle à venir. Côté graphique, on va s'intéresser, comme à l'accoutumée, au CAC 40. Alors, ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude, étant donné que nous avons les stratégies bourse Forex cet après-midi. Toutefois, ça y est, on constate que les bourses commencent à céder du terrain et qu'on a potentiellement un signal de retournement. Alors, en hebdomadaire, on est venu chercher la grosse zone technique, moyenne mobile 200 vers les 5250 ici. Donc, effectivement, on bute sur cette zone, qui était une zone technique à travailler. Et derrière, on est en train de former, ça ressemble, c'est un mix, on va dire, entre un avalement et une étoile du soir. Effectivement, si on prend ces patterns ici, ça ressemble à une étoile du soir. Toutefois, on n'a pas d'habitude un gap baissier et ici un gap haussier. C'est plutôt un gap haussier et là un gap baissier. Donc, la structure ressemble à une étoile du soir, ce n'est pas vraiment une. En revanche, ici, on a un avalement et on a une belle bougie flux. Donc, prudence, on pourrait assister en fait maintenant à un repli à venir suite à la hausse, on va dire, assez fulgurante qu'on a eue au cours des 2 dernières semaines. Pour le moment, j'envisage plutôt une correction à venir. Le signal, enfin du moins le chandelier, la journée n'est clairement pas terminée, donc à confirmer en clôture. Toutefois, ici, pour moi, nous assistons à un signal de retournement de marché à venir. Je ne sais pas quelle sera la puissance, on va dire, de cette vague de correction à venir, mais les vendeurs, en tout cas, sont sortis du bois et pourraient prendre l'ascendant psychologique dans les prochains jours. Le RSI sort en parallèle de sa zone de surachat. On a pas mal de gaps à venir chercher. Donc, et on est sur une zone clé. Pour moi, prudence maintenant, après plusieurs séances de hausse consécutives. Ici, nous avons enfin, j'ai envie de dire, un chandelier qui nous invite à la prudence et qui pourrait, dans ce cas-là, déclencher vraiment une vague de correction à venir
Donc, soit on prendra un Fibo pour essayer de déterminer les objectifs, on essaiera d'affiner cet après-midi. Mais surtout, il est nécessaire d'attendre la clôture de la bougie, même si là, pour le moment, le CAC lâche quand même 2,20% quasiment. On sait que les US sont capables de retourner le cycle baissier à la hausse, même si pour le moment, les futurs sont dans le rouge. Le DAX, c'est pareil. Vous voyez, on a un bel avalement qui est en train de se faire sur l'indice DAX. Bel avalement haussier sur la zone évoquée lundi matin des 12 940 points, si je me remets en hebdomadaire. Voilà, c'était la fameuse zone technique qui avait été travaillée une fois ici, puis tout le long durant février et le mois de décembre ici. Et là, on assiste quand même à un avalement baissier. Donc pareil, à confirmer en clôture de bougie. Toutefois, pareil, si ce signal est confirmé, on devrait assister à un repli des cours sur les prochains niveaux de support. Pareil, on a pas mal de gaps à venir combler. Donc on essaiera d'affiner ça cet après-midi et demain pour confirmer. Mais prudence aux acheteurs, pour le moment, les vendeurs, en tout cas, semblent se manifester et on assiste en tout cas à un signal technique de retournement. Le Dow Jones, on évoquait pareil le Dow Jones hier en disant prudence sur le Dow Jones dans le sens où on avait un gap, deux gaps, trois gaps, 4, 5, 6, 7. On a même fait un septième gap. Hier, on était au sixième. Et là, on a quand même fait un septième gap qui n'a pas été refermé en tout cas. Donc face à autant de gaps, face à un gruyère, au bout d'un moment, on arrive à des gaps d'essoufflement, tout simplement. On va parler de gaps de rupture, gap de commun, de continuation. Ici, ça peut être un gap de rupture, ici un gap de continuation. Et au bout d'un moment, on arrive à des gaps d'essoufflement. Et là, je pense que sur la dernière série, ça ressemble un peu à des gaps d'essoufflement. Donc, les futurs sont dans le rouge. Et pareil, comme sur le DAX, on a pas mal de gaps, en tout cas, si tous les signaux sont validés, à venir combler. Donc, on a des objectifs grâce aux trous de cotation qui sont restés vides. Donc sur le cash ici, pour le moment, on n'a pas vraiment un signal de retournement. On sait que ça va ouvrir en baisse. Toutefois, sur le futur, voilà, on a ouvert avec un gap haussier. Ici, gap haussier, et on est en train de retracer pour le moment le corps et le range de la bougie précédente. Donc, pareil, à surveiller en clôture, mais on pourra avoir un dark cloud cover ici, une couverture en nuage noir. Donc, pareil, fin de la hausse, ou du moins stabilisation ou correction à venir. Très important d'attendre la clôture ce soir pour confirmer. Mais en tout cas, on pourra aussi avoir un faux break. Vous voyez, on a tenté de break la résistance ici. Je vais me mettre en journalier. On verra peut-être un peu. Voilà, on avait une belle zone de polarité. Et pour le moment, bull trap, fausse cassure et on repart à la baisse. Donc si on est sur zone, donc si ce chandelier est vraiment validé, ce serait vraiment un bull trap avec un chandelier de retournement et on réintégrerait le niveau de résistance en fait. Et donc forcément, on pourrait avoir une correction dans les jours à venir. Concernant le Forex, ça bouge pas mal sur le Forex. On a pas mal de plans, j'ai envie de dire, d'opportunités qui se sont déclenchées hier. J'en reparlerai cet après-midi.
Dommage que les stratégies bourse n'ont pas eu lieu hier, parce que il y a eu pas mal de signaux techniques, en tout cas, qui ont été confirmés hier à la clôture. L'euro. Alors, l'euro qui teste son support pour le moment, qui teste son support des 1,1270, pas grand-chose à dire. L'euro recule, cède un peu du terrain, mais on est sur support. Donc, pareil, étant donné qu'on a identifié clairement cette grosse zone technique, moyenne mobile 200 et oblique baissière, c'est la zone à franchir pour aller chercher derrière les 1,1530. Pour le moment, si le marché s'est un peu emballé, suite au plan de relance franco-allemand, plan de relance de la Commission européenne, annonce de la Banque centrale d'augmenter le PEPP, donc forcément 3 gros catalyseurs. Le marché a besoin de digérer ces annonces et donc les cours, suite à ce rallye, se replient sur des niveaux de support. Pour le moment, pas de changement de retournement en tout cas qui confirmerait que le support va tenir. Donc le prochain gros niveau derrière, si on casse, c'est d'aller chercher les 1,1180 ou la moyenne mobile 50. La tendance certes reste haussière, mais il est encore trop tôt pour dire si c'est la fin de la correction et le marché va se reprendre. Pour le moment, on est sur un support, on teste un support, on est quasiment en train de l'enfoncer. Et surtout, n'oubliez pas que le discours de Jérôme Powell mercredi pourrait encore une fois créer quelques surprises sur les paires en dollars. GBP USD, belle configuration technique. En données 4 heures, on avait un peu cette divergence, enfin, on a cette divergence qui tente de se valider. Vous pouvez le voir ici. Donc, divergence baissière actuellement en cours et faux break. Faux break des. Voilà. Donc là, on a une belle divergence qui est en train de se matérialiser en données 4 heures. Et ce que j'aime bien, c'est la fausse cassure des 1,27 avec avalement qu'on est en train de faire. Encore une fois, faux break au niveau des 1,27, fausse cassure de la M200, et là on tente de faire un avalement pour réintégrer en fait la résistance, enfin repasser sous le support du coup, et la MM200. Le niveau des 1,27, c'est un niveau quand même psychologique, c'est un prix rond qui a été travaillé une fois ici, pas mal de fois là. Et donc là, pareil, à confirmer en clôture, mais effectivement, on pourra aussi avoir un bull trap si derrière on a un bel avalement et qu'on clôture sous les 1,27 et la moyenne mobile de 100, sachant qu'on a aussi une divergence baissière sur RSI. Euro CHF, sûrement l'un des meilleurs plans que j'avais noté pour les stratégies bourse, mais qui a été malheureusement validé hier. Et, et là, il est un peu tard, je pense, pour se positionner. Ce qui est intéressant, c'est que le marché quand même butait sur cette fameuse oblique baissière qui passe par tous les plus bas, tous les plus hauts, pardon, ici. Donc cette oblique permettait de cadrer la dynamique baissière en quelque sorte. Derrière, on avait fait un magnifique rallye, on était sur une zone à 1,0840 en hebdomadaire, on tenait la zone, et là pareil, en fait, bull trap, encore une fois, fausse cassure, bloqué par l'oblique. En journalier, ce qui était important, c'était de surveiller les chandeliers de retournement avec des gaps. Et vous voyez que ici, on a fait un magnifique gap haussier et on a avalé la bougie précédente. Donc, chandelier de retournement qui apparaît sur zone avec réintégration du support, sous le support. Donc, chandelier de retournement sur l'oblique baissière, sur zone, donc parfait. Derrière, ça part. Et surtout, il y avait encore une fois une belle divergence. Voilà. On avait une belle divergence baissière qui était en place sur l'euro CHF.
Reste à savoir s'il y a effectivement, si on prend la dernière vague de baisse, voilà, l'objectif serait les 1,07, en tout cas les 1,0710. On est déjà à 1,0753, donc il reste pas grand chose. On a quand même un gros support à 1,0735. Mais effectivement, une bonne partie du mouvement a été fait et le signal technique a été vraiment donné hier pour moi, suite à cette bougie flux. Et après, durant la séance, durant la nuit, on avait un léger pullback. Mais une grosse partie du mouvement a été fait sur l'euro CHF. Toutefois, on a l'impression que l'euro maintenant corrige assez violemment et pourrait en fait retomber, étant donné qu'on a quand même un bel aballement ici et que sous les 1,0735, eh bien, on ira chercher les 1,0665 et ainsi de suite. Donc pareil, encore une fois, est-ce que le marché n'a pas été trop optimiste sur le redémarrage rapide? Parce qu'au final, on se rend compte que si on est vite rattrapé par les fondamentaux, eh bien l'euro pourrait dégringoler enfin retourner en fait sur des niveaux de support, puisque le franc suisse est une valeur refuge, et donc en période d'aversion au risque, les investisseurs se tournent vers le franc suisse ou le gold. Non, pas Barrick Gold, le gold. Le gold qui a beaucoup souffert la semaine dernière et qui finalement tente de se ressaisir. Et on insiste à un véritable range. Point positif, on est repassé au-dessus de la MM50 et du seuil psychologique des 1700. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour le gold et qu'on évolue dans un range. Voilà, on est vraiment dans un gros range de moyen court terme. Le gold n'a clairement pas capitulé, malgré la hausse fulgurante des indices. Et le fait que les investisseurs se soient tournés vers les actifs risqués, et finalement, le gold tire son épingle du jeu, on peut dire, et je trouve, malgré cette phase de correction, que il reste quand même très performant dans l'ensemble, et que l'on assiste en fait à une consolidation latérale pour le moment, un range de consolidation, c'est assez rare sur le gold. D'habitude, c'est plutôt des figures des biseaux, des biseaux, des triangles. Et ici, on est vraiment dans une phase de consolidation. Donc là, vraiment, le point positif de la journée, c'est la reconquête de la MM50 et du seuil psychologique des 1700. Donc derrière, rotation complète pour viser les 1750. Donc là, en données 4 heures, le range est vraiment pas très joli, je trouve, étant donné que ici, ça c'est que de la mèche, que de la mèche, que de la mèche. Donc, je préfère le regarder en daily, étant donné que j'ai tendance à couper les mèches, et je le trouve plus propre. Donc, pareil, hein, stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Pour celles et ceux qui étaient à l'achat, eh bien, n'oubliez pas de remonter vos stops en tout cas, et d'accompagner le mouvement. Pour les autres, eh bien, il faudra attendre la cassure des 1750 pour avoir une accélération en direction des 1800. Mais l'or, vu le contexte, a encore de beaux jours devant lui. Le pétrole Brent, ça y est, enfin, un premier signal technique sur le Brent. Alors, je vais zoomer. Vous voyez qu'ici, lundi, on a ouvert avec un gap légèrement haussier. On le voit ici. Voilà. Gap légèrement haussier. On retrace, pareil, encore une fois, quasiment les 50%. Enfin, oui, on a retracé les 50% de la bougie précédente. Donc, on assiste à un dark cloud cover, couverture en nuage noir. Donc là, on a un signal de retournement ou de fin de hausse, en tout cas. Donc là, clairement, on a eu un signal technique. On est quasiment venu chercher le gap. C'est dommage qu'on ne soit pas venu combler le gap et ensuite faire ce signal technique. Là, ça aurait été vraiment un signal fort, clairement en mode, voilà, on sait qu'il y a un trou de cotation, on va chercher, boum, derrière, ça vend. Là, le signal aurait été vraiment très puissant. Là, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'on ne soit pas venu combler le gap.
Mais en tout cas, je parle enfin d'un signal. Après toute cette hausse, j'évoque seulement maintenant un signal de correction à venir sur le pétrole. En tout cas, on a un pattern qui nous informe que le marché pourrait se replier sur des niveaux de support. La dernière étape serait la cassure du canal haussier. Et donc là, on irait chercher les 37,3 et puis les 32. En données 4 heures. Voilà. C'est vraiment la cassure du canal et de la moyenne mobile 50 qui permettrait d'accélérer. Mais force est de constater que là, on avait cassé la résistance. Vous voyez ici, on casse la résistance, ça part, on casse, on va chercher la suivante, et ainsi de suite aussi. On casse ici, on va chercher la suivante, on casse ici, on va chercher la suivante, pareil. Et là, on a cassé, et boum, finalement, le marché n'a pas tenu. Donc là, on voit que le marché est à bout de souffle. Derrière, en daily, on a validé. Toutefois, la tendance, elle reste haussière. Et la cassure de ce canal et de la moyenne mobile 50 confirmerait le signal de retournement daily et permettrait d'aller chercher les 37,3, voire les 33,80, 32,17. Décidément, ça veut pas me mettre le light. Le light, c'est pareil. En données 4 heures, on voit que les prix ont franchi l'oblique et sont repassés sous la zone mensuelle trimestrielle que j'attends, enfin ma fameuse zone que j'avais tracée, même si elle avait été pulvérisée la semaine dernière en une seule séance. Pareil, comme un sentiment de bull trap, vraiment comme un sentiment de gros bull trap, et derrière, finalement, vous voyez que c'est en train de réintégrer. Dommage qu'on ne soit pas venu combler le gap complètement, il manquait 50 centimes. Pareil, en fait, on constate que un gros mouvement a été fait, il manque 50 centimes pour venir combler ce gap. C'est juste cet élément-là qui me chagrine en quelque sorte un peu. C'est dommage qu'on ne soit pas venu combler. Là, on l'a comblé partiellement, on l'a pas comblé totalement. Donc, c'est un peu dérangeant. Mais on a l'impression que ça calme. Par contre, sur le WTI, pas vraiment de signal de retournement. On n'a pas fait un gap haussier, on n'a pas avalé. Plutôt une structure en harami, puisque ici on a fait un gap baissier et que derrière, ça a clôturé à l'intérieur du corps vrai précédent. Donc un sentiment de harami baissier, en tout cas. Mais c'est pas suffisant. C'est pas un signal de retournement assez puissant, si vous voulez. Hein. C'est pas comme les avalements, les étoiles du soir, les étoiles du matin, l'Island Reversal, le Dark Cloud Cover. Vraiment, le harami, c'est pas un signal technique très puissant. Mais ce qui m'intéresse, ce serait plutôt cette phase de bull trap. Et si on repasse sous ma grosse zone, effectivement, on assistera à un véritable bull trap. Je trouve le Brent un peu plus propre, en tout cas, techniquement. Et pareil, il faudrait qu'on enfonce en mobile 50 pour aller chercher plus bas, et ainsi de suite. Mais le pétrole, après toute cette hausse, commence, euh, montre en tout cas des signes de faiblesse, je trouve. Là maintenant, je commence à parler de correction à venir. J'ai passé toute la hausse à évoquer la théorie d'eau, mais là, je trouve que eh bien, le pétrole manque de carburant. Voilà, pour poursuivre le mouvement, en tout cas. Et on pourrait assister à un repli d'un point de vue des prix, des chandeliers, des fausses cassures de résistance, des breakouts avortés, des bull traps. Voilà, on a plusieurs éléments techniques qu'on peut mettre ensemble et qui nous permettent de dire que on assiste peut-être à un essoufflement de la tendance actuelle. Pour finir, le Bitcoin. On s'ennuie, j'ai envie de dire. On s'ennuie. Il se passe strictement rien. Voilà. Et plus on va avancer comme ça, plus le triangle, en fait, va dysfonctionner et ne sera plus pertinent du tout. Et actuellement, on est dans une phase léthargique sur le BTC. Voilà. Depuis qu'on a eu bull run, enfin faux bull run
avorté avec grosse vente massive ici sous pression de l'oblique. Derrière, le marché est quand même en pleine hésitation depuis quasiment une semaine là. Il se passe rien. Séance de hausse, baisse, ainsi de suite. Donc là, je pense que le marché se cherche et qu'on pourrait assister à une vague assez puissante dans les jours à venir. Alors, soit on va déclencher vraiment une grosse vague de hausse, soit de baisse, mais j'ai quasiment envie d'enlever ce triangle parce que je trouve qu'il perd son charme. Voilà, tout simplement, il perd son charme étant donné que le pullback a été trop violent et que là, on se rapproche, on surfe sur l'oblique et on se rapproche dangereusement de l'apex et ça part pas finalement. Le mouvement haussier, ça n'a pas permis d'envoyer, de propulser derrière plus de hausse et le mouvement baissier, pareil, n'a pas non plus engendré une baisse significative pour complètement avorter le triangle. Mais on est vraiment dans une phase d'indécision assez profonde, je trouve, sur la crypto pour le moment. Donc certes, c'est haussier, mais pour le moment, je me positionne plutôt neutre sur la crypto-monnaie, étant donné qu'on a un peu des signaux contradictoires. Voilà, c'est ça qui m'invite à la prudence. Tant qu'on est au-dessus de ma zone de polarité des 9600, bon, eh bien, ça va rester haussier. Mais les bougies précédentes et ces breakouts avortés consécutifs, pareil, ce faux bull run, tous ces éléments techniques passés, en tout cas, m'invitent à la prudence sur une future hausse à venir, étant donné que le marché semble calé vraiment sur ce gros niveau technique. Donc, pareil, on essaiera d'établir un scénario, une prévision un peu plus précise, en tout cas, dans les jours à venir. Il faudrait qu'on ait un historique de prix un peu plus important. Car là, c'est vraiment, on navigue un peu en eau trouble, je trouve, on est en pleine indécision et que voilà, il faut qu'on prenne vraiment une direction, qu'on ait une vraie bougie flux. Il nous faut une bougie flux qui prenne une direction pour se dire oui, ça y est. Là, les acheteurs ont vraiment pris l'ascendant, on va poursuivre la hausse ou non. Franchement, les acheteurs ont été à bout de souffle, les vendeurs, voilà, bougie flux vendeuse et finalement, on va aller chercher des niveaux de support. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt pour se positionner et affirmer si oui ou non on va avoir la poursuite du rallye ou au contraire au retournement de la tendance actuelle. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, n'oubliez pas de vous inscrire cet après-midi, comme d'habitude, tous les mardis à 14h pour les stratégies bourse Forex. On a pas mal de choses à voir, donc ce sera très intéressant. Sinon, pour les autres, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.